LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Qui a jamais rêvé d'habiter au cœur de Paris, place des Vosges, rue Royale ou Villa Léandre? Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. À 8 ou 10 000 euros le mètre carré en moyenne, le rêve d'habiter en centre-ville n'est pas toujours accessible, surtout si vous rêvez également d'avoir 1, 2, voire 3 enfants. Alors, besoin d'un logement et besoin d'espace, vous voici habitant la banlieue mais travaillant sur Paris. Et comme 5 millions de personnes à peu près, vous expérimentez 1 à 2 heures par jour les transports en commun, leurs coûts et les aléas du service. Comment améliorer la qualité de vos déplacements et donc votre qualité de vie en voyageant plus vite, en voyageant moins cher, en redessinant la banlieue pour la rendre plus attractive ou plus facile d'accès? Ce sont les pistes explorées aujourd'hui par toute l'équipe de Transportez-moi. Ils parcourent plus de 600 km par jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Eric, Patrick, Jean-Marc et bien d'autres habitent Dijon, mais travaillent à Paris. Ils ont fait le choix de la très grande distance pour une meilleure qualité de vie. La gratuité des transports en commun, vous en avez rêvé, des municipalités l'ont réalisé. À Issoudun, les lignes de bus sont libres d'accès, comme à Aubagne, où l'on va inaugurer le premier tramway gratuit au monde. En région parisienne, le pass Navigo à tarif unique crée la polémique. Le projet concerne près de 7 millions d'usagers. Les députés ne sont pas d'accord sur son financement. Les transports en commun repoussent les limites de la banlieue, mais jusqu'où et à quel prix? Transportez-moi a rencontré ceux qui dessinent la métropole du futur. Ils nous diront à quoi va ressembler la banlieue de demain. Je vais essayer le pass à la semaine. Alors, date de naissance. Ne dites pas à haute voix. Je vais vous prendre en photo, madame? Oui. Sans sourire ou avec sourire? C'est mieux avec le sourire. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez aller le recharger en face au guichet ou dans les bornes, dans toutes les stations métro et RER. Je vous donne votre passe Navigo. Voilà. Et me voici entré dans la communauté des 4 800 000 détenteurs du pass Navigo. Un pass qui pourrait me permettre de naviguer jusqu'au fond de la zone 5, jusqu'à environ 50 km de Paris. Mais jusqu'où va la banlieue? Eh bien, peut-être que demain, elle ira jusqu'à Dijon, Orléans, voire Bordeaux, Lyon ou Marseille. Nous sommes de plus en plus nombreux à travailler à Paris, mais à vivre en province. Regardez. 6h10, quai numéro 2 à la gare de Dijon. Comme tous les matins, Eric va prendre le TGV pour se rendre à son travail. Sur le quai, il retrouve d'autres passagers qui, comme lui, font quotidiennement le trajet Dijon-Paris depuis plusieurs années. On les appelle les abonnés de la voiture 4. Et c'est parti pour 1h40 de trajet en TGV pour rejoindre la capitale. Allez, ciao, bonne journée. À bientôt, à tout à l'heure. Hein. Dans le train, chacun a ses habitudes. La plupart se mettent déjà au travail, d'autres privilégient une certaine convivialité. T'avais pas voté Obama? Je voulais y aller, mais... Tu voulais y aller, mais t'étais prise, t'avais d'autres occupations. Mais vous avez l'air en forme tous ce matin? Oui, bah, c'est une question d'habitude. Hein. Question d'habitude, réveil à 5 h, donc... Alors, trouver du travail sur Dijon dans ma branche, non, il n'y a pas. C'est Paris, Lyon, et éventuellement l'étranger, puisque je suis dans les produits de luxe, on va dire, les cadeaux de luxe. Et puis après, la vie de famille, bah, elle se fait autour des voyages. Hein. On se voit le soir, voilà, à l'arrivée à 19 h, 20 h. Et puis, on a vraiment un temps très restreint. Enfin, on s'organise comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Hein. 6h45.
Dans la voiture-bar, avec Roland, Michel, Patrick, Sébastien et Oumar, l'ambiance est au rendez-vous. 7h01, arrêt à Montbar. Eric est à la porte pour accueillir les habitués. Bonjour. Arnaud. Pour rejoindre la gare TGV, Patrick vient de faire 35 km de route. Salut mon chouchou. Ça va? Très bien et toi? Lorsqu'il monte dans le train, Patrick a quitté son domicile depuis plus d'1 heure. À 5h53 très précise, pour ne pas manquer le bus qui l'amène à la gare. Au total, il effectue jusqu'à 6 heures de trajet par jour. Pour tenir ce rythme sur la durée, les amitiés nouées et les traditions instaurées dans le train sont essentielles. C'est très agréable. Je pense que s'il n'y avait pas ça, ça fait 13 ans je crois que je fais le trajet. S'il n'y avait pas ça, il y a un moment où tu t'en lasses. C'est pas un sacrifice, c'est un choix de vie. C'est vrai que vu de loin, vu de l'extérieur, 6 heures de trajet par jour c'est énorme, mais on le supporte très bien. 17 000 € de matériel. Arrivé à Paris, le voyage est encore loin d'être terminé pour les passagers de la voiture 4. Marche à pied, métro. Eric, quant à lui, a encore 4 stations pour se rendre à Saint-Mandé. Donc là voilà, tu vois on est arrivé, il doit être normalement 8h21. Fin de journée et retour à la gare de Lyon. Dans le train, les abonnés de la voiture 4 se retrouvent avec plaisir. Et tout de suite, direction le bar. Donc là t'as du Cantal, là t'as du Beaufort. En effet, nous sommes en fin de semaine et une tradition s'impose, c'est pique-nique pour fêter le week-end, surtout quand tout s'est bien passé. Quand on rate le TGV. Quand on rate le TGV. Alors, il y en a un 1 heure après, ou alors quand tu rates le TGV le soir, tu as le TER. C'est 2 heures dans les dents. Ah oui, c'est très galère. C'est 2 heures, non c'est 3 heures dans les dents. Ouais, c'est presque 3. Pour éviter cela, les abonnés ont pris le pli d'une organisation au cordeau. Donc au boulot, à 10 minutes de partir, tu réponds plus au téléphone. Si on te pose une question, tu es de mauvaise humeur. Et les mails, surtout, tu réponds pas. Quoi, je veux dire. Pour l'ensemble de ces déplacements, ils dépensent en moyenne 600 € par mois. Mais par contre, il faut faire en fait en fonction de la vie qu'on aurait si on habitait Paris. Et là où je travaille, moi, ça me coûterait aux alentours des 700 à 900 € pour avoir un 30 mètres carrés. Plus la taxe d'habitation, plus la vie à Paris. Et il faut relativiser par rapport à ce que ça nous coûterait. Et on ne parle pas de qualité de vie. Quoi. Là, il ralentit pour le déclencher. Une qualité de vie qui les amène tout de même à parcourir plus de 150 000 km par an. Un éloignement choisi, mais le plus souvent au détriment de la vie de famille et surtout au détriment de leur empreinte carbone 10 fois plus élevée que s'ils avaient choisi d'habiter en grande banlieue. Ça c'est fait. Alors pour charger ou recharger un pass Navigo, rendez-vous à la borne. Voilà, 30,25 €. Alors ça fait quand même une petite somme, hein, surtout que la majorité des gens qui habitent le plus loin du centre-ville sont quand même souvent les plus démunis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré tout, avec ce pass, je bénéficie de certains avantages. Depuis le 1er septembre 2012, je peux profiter du dézonage le week-end. Tout à fait. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre passe du premier métro le samedi au dernier métro le dimanche dans toutes les zones de l'Île-de-France, les 5 zones. D'accord, sans surplus de tarifs. Vous pouvez aller aux aéroports, à Poissy, à Fontainebleau, donc vous pouvez faire plein de déplacements dans la limite de ces 5 zones. Les gens qui ont un gros pass 4-5 zones comme moi ont relativement peu d'avantages. Eux, ce qui pourrait les intéresser, c'est le pass Navigo à tarif unique qui pourrait entrer en vigueur en 2013. Mais là, il y a débat et polémique. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont un gros pass, 4 ou 5 zones, paieraient 20 à 40% en moins. Mais solidarité oblige, ceux qui ont un petit pass, 1 à 2 zones, devraient payer davantage. D'accord. Et la polémique est d'autant plus importante que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pass Navigo est financé non seulement par le montant des abonnements, mais aussi par des subventions de la région et des entreprises. Donc si
le pass Navigo à tarif unique est un jour adopté, qui paierait le surcoût? That's the question. That's the question. Et c'est la question que nous avons posée, nous les équipes de Transportez-moi, à nos députés. Oui à des transports abordables. Ça peut passer par une modification des zones du pass Navigo actuel. D'ailleurs, il y a des zones qui ont d'ores et déjà été fusionnées sous l'impulsion de Jean-Paul Huchon. La formule retenue par Jean-Paul Huchon est dangereuse et démagogique, donc je suis contre. Le coût du transport, c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour aller travailler, notamment pour se déplacer au sens large, et ça pourrait finalement faciliter l'étalement urbain. Je suis contre, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on voulait faire un pass Navigo à tarif unique dans la région Île-de-France, toutes les études disent que le prix qu'on devrait faire payer à tous les franciliens, c'est 90 € par mois, si on veut que ça ne coûte pas 1 € à la SNCF. Aujourd'hui, avec un tarif proposé à 65 € par mois, 65 € par mois, ça fait 550 millions d'euros de manque à gagner pour la RATP et la SNCF. Quand on habite loin de Paris ou par exemple qu'on habite la Seine-et-Marne et qu'on travaille dans les Hauts-de-Seine, eh bien ça coûte très cher de se déplacer et ça handicape fortement le pouvoir d'achat de ces ménages. Aujourd'hui, on va creuser le trou, le déficit de la RATP et de la SNCF sans nouvelles lignes, sans nouvelle offre de transport, sans nouvelles rames de métro et de RER. C'est démagogique et c'est idiot. Aujourd'hui, il y a sans doute un nouvel équilibre à rechercher entre le financement des utilisateurs, venant des utilisateurs, le financement venant des entreprises, parce que je crois fondamentalement que la facilité de transport en Île-de-France, ça fait partie du débat que l'on a sur la compétitivité. J'ai peur que ce qu'on va donner d'une main aux usagers, on le réclame aux contribuables de l'autre. Et voilà. Le pass Navigo à tarif unique, une mesure polémique donc, qui pourrait entrer en vigueur dans le courant de l'année 2013. Nous avons maintenant rendez-vous avec une équipe d'architectes et d'urbanistes sollicités par des mairies de la zone périurbaine pour harmoniser lieu de vie, lieu de travail et déplacement en transport en commun. Destination Olympiade, le terminus de la ligne 14. On va finir par rater. Hop. Vous pouvez venir aussi, hein, je pars pas toute seule. La 14, inaugurée en octobre 1998, a été la toute première ligne entièrement automatisée sur le territoire français. Pas de pilote, mais pas d'inquiétude, puisque cette ligne, comme toutes les autres du réseau d'ailleurs, est gérée par les aiguilleurs du rail. Comment travaillent-ils? C'est la chronique de Gérard Felzer. Là, je crois qu'on arrive. Olympiade. Merci madame. Olympiade. Vous ne croyez pas si bien dire, Sabine. Souriez, vous êtes filmé. 27 000 caméras sont installées sur tout le réseau, RATP, les bus, les métros, les RER, les tramways, dans un centre d'information qui est ici un centre opérationnel, la tour de contrôle de la RATP en quelque sorte, qu'on appelle la permanence. Ça fonctionne 24 heures sur 24, tout le long de l'année. 700 rames de métro, 4500 bus. Des milliers de kilomètres à gérer. Et dès qu'il y a un petit incident, vu le trafic, vu la concentration, eh bien on est obligé de réguler sur toute la ligne. Et on doit faire l'information aux voyageurs. C'est à ça que ça sert aussi ici. Dès qu'il y a un problème sur la ligne, un passager malade par exemple, on envoie un message, ça part d'ici. Une fois l'information rédigée, on le répercute ici sur Twitter et sur Internet, ce qui permet de mettre tout le monde au courant en même temps. Qui aurait cru il y a seulement 20 ans qu'on avait besoin de l'espace pour gérer le trafic urbain? Tous les bus sont géolocalisés. Tous les trains, les tramways, les métros sont positionnés en temps réel. Toutes les informations arrivent ici. 3 milliards de passagers, ça fait beaucoup. Ça fait 6 000 passagers à la minute. Il faut gérer ce trafic. Et en cas d'incident, il faut pouvoir résoudre les problèmes quasiment en temps réel. Et ça se passe ici. Par exemple, un machiniste a déclenché une alarme qu'on voit ici. Donc c'est géolocalisé sur la carte. On a exactement, quasiment au mètre près, là où le bus est stationné. Et puis on a l'information qui permet de dire ce qui s'est passé. Là, il s'agissait d'une insulte, par exemple, au machiniste. On règle le problème ici. On envoie l'information à l'ensemble du réseau et des services concernés. Le transport et la logistique, que ce soit pour le trafic aérien, maritime ou comme ici, urbain, nécessite de l'information en temps réel. Pourquoi? Parce qu'un incident mineur qui concerne quelques dizaines de personnes peut se transformer rapidement en incident majeur qui concernerait des milliers de personnes.
Nous y voici, dans les bureaux de l'AREP, Aménagement, Recherche, Pôle d'échange, une filiale de la SNCF créée en 1997, dont la mission première consistait à dessiner les espaces dédiés aux voyageurs, bref, à dessiner des gares. Mais vous allez voir que depuis, la mission de l'AREP s'est considérablement élargie. Nous avons rendez-vous avec Louis Moutard, directeur du pôle urbanisme. Toto, j'ai une question à vous poser immédiatement. Comment se fait-il qu'on trouve un pôle urbanisme au sein d'une structure a priori dédiée à la conception de gares? Les gares, c'est le mouvement des villes, et donc c'est le transport dans les villes, dans les territoires. Et donc, qu'est-ce qu'on fait autour des gares? On construit des quartiers, on développe des entreprises. Toute l'histoire témoigne de ça. Une gare, c'est une notion du 19e siècle, mais aujourd'hui, ça s'appelle un pôle d'échange, parce que c'est un lieu, c'est un espace de la ville où vont se passer les échanges. Est-ce que vous me sortiriez une carte pour que je puisse bien comprendre cette notion de lieu d'échange? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, ça doit en être, oui, c'est ça. Donc vous retrouvez Paris Intramuros, puis la première couronne, et enfin cette région Île-de-France. Tous ces points blancs que vous voyez là, ce sont les hauts lieux de correspondance, les hauts lieux d'échange qui vont faire en sorte que nous allons vivre, travailler, commercer autour de ces territoires, autour de ces territoires d'échange. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à une intensification de la ville. Toutes ces densités à 15-20 logements à l'hectare qui ont fabriqué des territoires très lâches, en réalité, coûtent très cher en fiscalité locale. On déplace l'énergie, on déplace les transports, on déplace l'eau, etc. Ces lieux vont servir d'accrochage à une nouvelle intensification de la ville. Donc là, on parle de concentration urbaine. Le mot concentration, j'aime pas beaucoup ce mot concentration. Le mot intensification me plaît mieux. Intensification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commerces, par exemple, qui ont quitté les pieds d'immeubles depuis 30 ans parce que la grande distribution s'organise de la façon que vous la connaissez, avec des implantations ponctuelles, un peu en dehors des villes. Aujourd'hui, on voit bien que le commerce revient en ville, revient avec des horaires nouveaux, ouverts un peu plus tard le soir, etc. Peut réinvestir les pieds d'immeubles, etc., sous réserve qu'on puisse y aller. Sous réserve qu'il y ait un vrai service. Et donc l'intensification de la ville, c'est aussi petit à petit ce mélange des fonctions, où le commerce va de nouveau s'associer à l'habitat, qui va lui de nouveau s'associer à des lieux au service et aux lieux d'emploi. Là, vous savez que les écolos vous diraient « Ah, vous voulez bétonner la campagne ». Oui, mais bétonner la campagne, elle l'a déjà été. 15 à 20 logements à l'hectare, c'est une manière de bétonner la campagne. Nous l'avons fait depuis 30 à 40 ans, avec des imperméabilisations des sols, avec des parkings de surface, etc. Ça a déjà été fait. Aujourd'hui, je pense que si nous intensifions sur un territoire plus petit les fonctions de la ville, on pourra libérer des territoires pour la nature, pour l'agriculture de proximité, pour la culture urbaine, dont on réfléchit en ce moment sur un certain nombre d'endroits dans le Grand Paris, pour avoir une agriculture de proximité. Donc, intensifier, c'est une manière de concevoir, c'est culturel, je crois, c'est une manière de concevoir la ville. Nous ne sommes plus dans le modèle de la planification de l'État, par exemple dans le cadre des villes nouvelles. Nous sommes dans l'intensification de ces villes sur ce qui existe. Et je crois que notre agence est justement à même aujourd'hui de réfléchir à l'identité de ces lieux pour faire naître des hauts lieux comme ça, des hauts lieux urbains. D'accord. Alors je voudrais que vous regardiez avec moi le reportage qui suit. Imaginons une grande métropole comme celle-ci, plus la gratuité des transports. Ça pourrait être extraordinaire, la gratuité des transports. C'est plus tout à fait une utopie, puisque ça existe dans certaines communes. On regarde, on en reparle après. Bienvenue à Issoudun, dans l'Indre. 14 000 habitants, des petites rues tranquilles, un donjon du XIIe siècle et des bus. Des bus dans lesquels, pour monter, un simple bonjour suffit. À côté de la conductrice, pas de tiroir-caisse, le bus est gratuit. Pas besoin d'ouvrir son portefeuille pour se rendre au marché.
Tout ce qui est gratuit rend service, surtout à l'heure actuelle. La gratuité des bus à Issoudun remonte à 1989. C'est le maire actuel, André Léniel, déjà en poste à l'époque, qui l'a instauré. Bon, Chantal, pas de coup de fil urgent? Non, non, tout va bien pour l'instant. Un choix social dans une ville ouvrière qui compte de nombreux retraités. C'est une ville qui, à travers ses deux caractéristiques, à la fois ouvrière et relativement âgée, qui est aussi une ville où les revenus sont beaucoup plus bas que la moyenne nationale, puisque nous sommes 20% en dessous. Instaurer la gratuité des transports, c'est pas anodin. C'est la volonté que personne ne soit coupé des lieux de sociabilité parce qu'il n'a pas les moyens de se déplacer. En France, une quinzaine de communes proposent des transports gratuits, souvent de petites villes, avec un réseau modeste comme à Issoudun, où l'on ne compte que 4 bus. Mais parfois, la gratuité s'applique à une échelle bien plus importante. Nous sommes à Aubagne, près de Marseille. Si l'on compte la ville et son agglomération, Aubagne, c'est plus de 100 000 habitants. Des bus, on en voit beaucoup plus qu'à Issoudun. Ils transportent 4 à 5 millions de voyageurs par an. Et depuis 2008, ils sont totalement gratuits, une petite révolution pour les usagers. Un transport gratuit, c'est merveilleux. Je prenais vraiment pas le bus du tout. Avec la gratuité, franchement, je le prends beaucoup plus. Je connais des amis qui sont véhiculés, ils ne prennent plus leur voiture. Elle est garée au parking. C'est un véritable succès. En 4 ans de bus gratuits, la fréquentation a augmenté de 150%. Pourtant, les tarifs étaient déjà peu élevés auparavant. Même le maire a été étonné de l'ampleur de l'effet gratuité. On en a été très surpris. On s'aperçoit que même quand la tarification est basse, il y a quand même un obstacle qui est de sortir la pièce de monnaie. Le fait de pouvoir monter librement dans un bus fait qu'on est tout naturellement tenté de l'utiliser, quoi. Mais alors, qui paye ? Comme l'usager n'achète plus de tickets, il faut bien trouver de l'argent pour compenser. À Aubagne, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Ce ne sont pas les habitants qui ont mis la main à la poche, ce sont les entreprises. Bonjour, ça va ? Dans sa société de distribution de fruits et légumes, Gérard Canavez emploie 200 personnes. Et aussi dans les ports du Nord. Je vous montrer des bananes conditionnées. Chaque année, il paye ce que l'on appelle le versement transport. Une taxe qui sert à financer des transports publics et qui varie selon le nombre de salariés de l'entreprise et le nombre d'habitants de la commune où la société est implantée. Pour payer la gratuité, cette taxe a très fortement augmenté jusqu'au maximum autorisé par la loi. Alors, cette gratuité pour l'entreprise, elle a un coût et elle a un coût très élevé. Je vais vous donner 2 chiffres. En 2008, nous avions un prélèvement de transport de 29 000 €. En 2010, nous avons un prélèvement de transport de 86 000 €. C'est très lourd. Le versement a presque triplé en 2 ans. Mais grâce à cet argent des entreprises, Aubagne compte aller encore plus loin dans la gratuité. Il y a déjà des bus et bientôt il y aura un tramway. Le tout premier tramway gratuit au monde traversera la ville à partir de 2014. Mais là, l'opposition municipale affiche son désaccord. Sylvia Barthélémy regarde les premiers travaux du tramway avec inquiétude. Elle est contre. Pour elle, la gratuité ne peut s'appliquer à un équipement aussi important sans un inévitable retour de bâton. On ne pourra absolument pas payer sans aucune recette commerciale le coût de la construction, de l'exploitation des tramways, plus tous les bus gratuits, sans augmenter la fiscalité sur les ménages. Au-delà du coût, quel est l'impact écologique de la gratuité ? Les automobilistes délaisseront-ils leur voiture pour les transports en commun non payants ? Ce n'est pas si simple. Ceux qui profitent de la gratuité seraient surtout les usagers habituels des bus et les piétons qui n'hésitent plus à monter dans le bus, même pour de très courtes distances, dès lors qu'ils ne payent plus. C'est en tout cas l'avis de ce spécialiste des transports. Pour lui, la gratuité n'a pas beaucoup d'effet sur le trafic routier. Une personne qui utilise aujourd'hui sa voiture en ville, qui a un revenu correct, va mettre de l'ordre de 300, 400 € par mois dans sa voiture. Or, elle préfère prendre la voiture. C'est pas parce que vous allez mettre le transport gratuit que tout d'un coup, elle va abandonner sa grosse berline ou son 4x4 pour venir utiliser les transports en commun. C'est surtout sur l'amélioration de la qualité de l'offre que les gens vont changer de comportement. Ça n'est pas vraiment sur la baisse des tarifs. Un impact écologique qui reste donc à démontrer. En attendant, les élus aubagnais sont allés donner des conseils en Estonie. À Tallinn, la capitale balte passera en effet, elle aussi, au transport gratuit en 2013.
Louis, la gratuité des transports dans une métropole telle que celle qu'on imagine autour de Paris, vous y croyez ou c'est de la science-fiction? Non, c'est pas de la science-fiction, mais c'est un autre modèle économique. Je crois que la gratuité, elle n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut bien que quelqu'un la paye. Donc voilà, donc c'est un autre modèle, mais qui peut être regardé à une certaine échelle, notamment sur l'échelle de la proximité. Dernière question pour conclure cette émission. Tous ces gens-là qui travaillent ici dans cet espace extraordinaire, ouvert sur cette métropole aujourd'hui des 11,5 millions d'habitants, cette métropole, jusqu'où pourrait-elle s'étendre? On a vu en début d'émission des gens qui vivent à Dijon et qui tous les jours se déplacent pour travailler à Paris. Pourquoi les gens vont plus loin? Pourquoi ils vont toujours? Parce que c'est moins cher, parce que c'est aussi culturel, parce que habiter la maison... Parce qu'on cherche la maison avec son jardin, pour les enfants, pour le chien, le chat. On a besoin justement de pouvoir habiter avec les autres, échanger avec les autres, faire plusieurs métiers dans sa journée ou dans sa semaine, etc. Ça veut dire d'être avec les uns et les autres. Donc comment cette notion physique de la limite, elle peut être palliée par une nouvelle manière d'utiliser ce qui existe aujourd'hui et comment on le change. Et je crois que cette réflexion sur ces hauts lieux d'échange, etc., et cette manière de transformer la ville, c'est une piste pour travailler cette notion de limite. D'accord. À une époque, il y avait un slogan qui disait « la ville à la campagne » pour symboliser toujours plus de confort et plus de modernité. Et aujourd'hui, on irait vers l'inverse. Ce serait plus de campagne dans la ville. Absolument. Plus de nature dans la ville. Plus de nature dans la ville. On a besoin de nature dans la ville. Je crois que c'est pas un vain mot que de dire qu'à chaque fois que nous allons retravailler sur cette intensification de la ville pour les gens, on doit penser à un retour de la nature dans cette ville. C'est absolument indispensable. Louis, merci beaucoup pour la richesse de toutes ces explications. Il se peut qu'on revienne vous voir très bientôt pour suivre l'évolution de ce dossier. Avec grand plaisir. Si vous voulez réagir à ce que vous avez vu et entendu au cours de l'émission, vous êtes invité sur le forum de notre site transportezmoi.fr. Merci beaucoup et à très bientôt. Pas de pilote, mais pas d'inquiétude, puisque cette ligne, comme toutes les autres d'ailleurs, est gérée par les aiguilleurs du rail. Mais que tu m'embêtes, madame. Rendez-vous sur le forum de notre site, transportezmoi.fr. Transportez-moi. Excusez-moi, j'ai eu un petit regain de créole. C'est bien. Je vais refaire la fin, pardon. LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.